Il est vrai que lorsqu'on observe la croissance de la productivité globale des facteurs, donc du progrès technique, ce qu'on voit, c'est que on a vraiment des courbes qui prennent effectivement cette forme de vague. Alors l'explication est la suivante, elle vient en fait du fait qu'on a des technologies génériques et que toutes les grandes vagues d'innovation ont été initiées par ces technologies génériques. Alors on pense par exemple à la première révolution industrielle avec la machine à vapeur, la deuxième révolution industrielle, l'électricité, ou la troisième révolution industrielle avec les technologies de l'information et de la communication. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces technologies génériques, une fois qu'elles sont arrivées, elles ne vont pas tout de suite se diffuser dans l'économie et dans le tissu productif. Donc d'abord, il y a un premier facteur qui est l'existence des innovations secondaires. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à partir de ces technologies génériques, il y ait des innovations secondaires pour permettre justement de diffuser à l'ensemble des secteurs ces nouvelles technologies. Alors, on peut penser par exemple pour les TIC, par exemple les technologies de l'information et de la communication, ça va donner par exemple la vente sur Internet, mais il faut du temps avant que ça se passe, et donc c'est justement ce qui explique cette notion de vague. La deuxième chose, c'est qu'il faut du temps pour que ça se diffuse auprès des ménages aussi, donc que ces innovations se diffusent auprès des ménages, et il faut notamment une baisse du prix. Or, la technologie ne va pas tout de suite avoir un prix faible, donc effectivement, cette latence, cette durée de latence va expliquer le concept de vague. Et il y a également la diffusion au sein de l'entreprise. Et à cet égard, il y a un exemple assez intéressant, justement, avec l'arbre de transmission dans les entreprises. Pendant longtemps, on a eu dans les usines un arbre de transmission dans lequel toutes les machines étaient reliées les unes aux autres. Et malgré le fait qu'on ait des révolutions technologiques successives, ça n'a pas changé véritablement la manière de fonctionner, d'organiser le travail au sein de l'usine. Mais une fois qu'on a eu l'électricité, il a fallu un peu de temps, mais on a mis en place justement la chaîne de montage, et ça a complètement modifié la manière dont fonctionnait la chaîne industrielle. Et là, on a vraiment vu par exemple un décollage de la productivité. Donc c'est vraiment ces trois facteurs qui expliquent le concept de vague qu'on a évoqué au début. C'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des grandes révolutions technologiques, donc la première c'était la machine à vapeur, la première technologie générique, pour prendre le terme que Céline utilisait, eh bien on a cru qu'il y a eu le mouvement du ludisme, parce qu'il y avait l'idée que eh bien, les travailleurs anglais avaient peur que les machines remplacent les hommes. Et puis finalement on n'a pas observé de chômage de masse. Quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes craignait que ça donne aussi du chômage de masse, qu'on n'a pas observé. Et en fait, dans une étude que nous avons faite récemment, qui est donc mentionnée dans le livre, avec notre co-auteur Simon Bunel et Xavier Jaravel, Céline et moi, on a montré, si vous voulez, que les entreprises qui automatisent le plus, eh bien, en fait, elles créent des emplois. Elles sont créatrices nettes d'emplois. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on remplace des hommes par des machines. Mais d'un autre côté, les entreprises qui automatisent deviennent plus productives. Et donc, elles deviennent plus compétitives. Et donc, elles ont un marché qui s'étend. Et donc, elles ont une demande plus grande pour leurs produits. Et donc, ça fait qu'elles ont des commandes supplémentaires. Et donc, elles créent des emplois. Et donc, l'effet de productivité ou de compétitivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et donc, cette étude que nous avons faite sur des données récentes d'entreprises et d'établissements français, en fait, résout l'énigme de pourquoi aucune des grandes révolutions technologiques n'a. Donc la réponse, c'est qu'il ne faut pas craindre les révolutions technologiques. C'est vrai qu'il faut avoir des institutions qui sont adaptées. C'est bien que c'est mieux d'avoir une population éduquée. C'est vrai qu'il faut, on reviendra tout à l'heure sur la concurrence, il faut des institutions qui soient adaptées. Mais en elles-mêmes, il n'y a pas de raison de craindre les révolutions technologiques. Alors en fait, voilà, ce qu'on s'est passé, c'est qu'il y avait quand même une énigme. Pourquoi, malgré la révolution des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et la révolution de l'intelligence artificielle, a-t-on observé une croissance stagnante, disons, aux États-Unis depuis le début des années 2000, d'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante, c'est qu'à la faveur de la révolution des TIC, des grandes entreprises qu'on appelle les GAFAM sont devenues hégémoniques. Quand elles sont devenues hégémoniques, au début, ça a créé de la croissance parce qu'elles étaient plus productives que les autres. Donc entre 1995 et 2005, on observe une augmentation de la croissance de la productivité aux États-Unis. Mais une fois qu'elles sont devenues hégémoniques, elles ont inhibé l'innovation des autres. Et donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu moins d'innovation, moins de création d'entreprises et donc moins de croissance. Et en fait, ça a été permis par le fait que eh bien, ces entreprises ont pu, sans limite, faire des fusions-acquisitions. Il n'y a rien eu pour les empêcher. Et c'est là que c'est important d'avoir des réglementations,
de faire que, voilà, d'empêcher qu'une entreprise devienne trop grosse. C'était la crainte de Schumpeter qui se réalisait. Et là, il faut la politique de concurrence, il faut limiter le lobbying et s'assurer que ces entreprises, qu'aucune entreprise qui a innové dans le passé, utilise ça pour devenir hégémonique et inhiber l'innovation dans le futur. Donc il faut adapter la législation de concurrence. Je revenais tout à l'heure sur les institutions. Eh bien, il faut, pour restaurer le processus de création de destruction créatrice. Et donc mettre un terme à la stagnation séculaire. Alors le concept de frontière technologique, en fait, il désigne la technologie la plus moderne de production. C'est-à-dire que les entreprises qui sont à cette frontière, justement, pour pouvoir continuer à innover, vont devoir explorer des champs nouveaux et donc vont devoir repousser cette frontière technologique. Et finalement, ces entreprises, on peut les opposer aux entreprises qui, elles, sont en rattrapage. Et donc, cette notion de frontière, c'est véritablement l'état le plus avancé du progrès technologique. Alors, ce qui se passe, c'est que cet état, c'est à un instant T, il n'est pas immuable, puisqu'on voit que dès que les entreprises vont innover, les entreprises à la frontière, à ce moment-là, la frontière va se déplacer. Alors en fait, ce concept a un rôle déterminant parce que lorsqu'on essaye par exemple de comprendre le développement des pays, on se rend compte qu'un certain nombre de pays restent bloqués dans des trappes de revenus intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui commencent à croître, donc à rattraper les autres pays, des pays en développement qui deviennent émergents, mais qui à un moment donné s'arrêtent dans leur processus de développement. Et donc pourquoi ce phénomène se produit-il? Et une des explications, c'est justement le fait de comprendre cette frontière technologique. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'au départ, on a des entreprises qui sont dans un phénomène de rattrapage, donc qui vont essayer de rattraper les concurrentes. Mais au bout d'un moment, cette économie de rattrapage doit se transformer en économie de l'innovation et les entreprises doivent devenir des entreprises qui innovent à la frontière. Sinon, elles ne peuvent pas continuer à croître et donc les pays ne peuvent pas vraiment se développer. Et j'aimerais prendre un exemple, la Corée du Sud, où on a eu les chaebols, donc qui étaient des grands conglomérats. Ce qui s'est passé, c'est que ces entreprises donc, ont rattrapé leurs concurrentes, mais au bout d'un moment, en fait, elles ont voulu inhiber l'innovation de leurs concurrentes et garder leur rente de monopole, et donc finalement ça a bloqué le pays dans son développement. Et ce qui s'est passé, c'est quand la Corée du Sud s'est démocratisée et a permis de casser cet aspect justement de rente et de permettre plus de concurrence, à ce moment-là, on a vu que la Corée du Sud est devenue un pays beaucoup plus innovant parce que les entreprises ont commencé à innover à la frontière et les nouveaux entrants ont pu vraiment devenir des entreprises frontières. En gros, si vous voulez, il se passe la chose suivante, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire de la croissance. Une manière, c'est le rattrapage, comme Céline expliquait très bien, et une manière, c'est l'innovation à la frontière. Je suis déjà à la frontière, mais j'innove sur moi-même, en gros, d'accord? Or, les institutions qui permettent le rattrapage ne sont pas les mêmes que les institutions qui permettent l'innovation frontière. Par exemple, quand il s'agit de rattrapage, la concurrence, c'est pas très important. La libéralisation du marché des biens et services, c'est pas très important. La flexibilité du marché du travail, c'est pas très important. Et donc, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, et donc typiquement, à partir du moment où on devient un pays frontière, dont la plupart des entreprises sont frontières, il faudrait passer d'institutions qui sont bonnes pour le rattrapage à des institutions qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que certains pays ne font pas cette transition. Et ça, Céline expliquait très bien. Par exemple, qu'est-ce qui se passait dans des pays comme la Corée ou le Japon? C'est que pendant le rattrapage, il y a eu de gros conglomérats qui se sont formés, les Keiretsus au Japon et les Chaebols en Corée. Et ces gens-là, non seulement ils essaient de bloquer l'innovation des concurrents, mais ils essaient de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils n'adoptent pas des politiques qui les rendent plus concurrentiels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment la logique schumpeterienne, mais au carré. C'est que pas seulement j'empêche des nouveaux entrants, mais j'empêche des modifications institutionnelles nécessaires pour favoriser l'innovation à la frontière. Et c'est là qu'on peut se retrouver, que par exemple le Japon, qui a cru très vite après la guerre, maintenant le Japon ne croit pas parce que les Keiretsus dominent tout. On l'a vu avec l'histoire Carlos Ghosn d'ailleurs, on a vu que la collusion qu'il y a entre les grandes entreprises et le pouvoir politique et judiciaire au Japon. Donc si vous voulez, et la Corée, comme expliquait très bien Céline, ce qui s'est passé en Corée, c'est comme il y a eu la crise financière des années 90, ça a affaibli les chaebols et du coup, ils n'ont plus pu autant faire pression et au moins jusqu'en 2003, les nouvelles entreprises ont pu arriver parce que la crise financière, elle a eu beaucoup de mauvais côtés, mais elle a eu un bon côté, c'est d'affaiblir les chaebols dans leur capacité de faire pression sur le gouvernement pour empêcher la nécessaire transition vers des institutions qui sont davantage favorables à l'innovation frontière.